Le printemps des mathématiques. Un podcast en partenariat avec l'association Les Maths en Scène. Bonjour à toutes et à tous. Le printemps des mathématiques organisé par l'association Maths en Scène bat son plein. Ce festival qui s'étend sur plusieurs mois propose 2 journées phares, les 27 et 28 mars à Castres et Tolosan. Et c'est dans ce cadre que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une grande figure des mathématiques contemporaines, Laure Saint-Rémond. Mathématicienne reconnue internationalement, elle est spécialiste de l'analyse asymptotique des équations aux dérivées partielles et de l'étude des fluides géophysiques. On verra avec elle ce que cela recouvre. Formée à l'école normale supérieure, elle a mené des recherches au CNRS et dans plusieurs institutions de premier plan, avant d'enseigner à l'Université Paris 6 puis à l'ENS de Lyon. Depuis 2021, elle est professeure permanente à l'Institut des hautes études scientifiques et elle est membre de l'Académie des sciences depuis 2013. Aujourd'hui, marraine du printemps des mathématiques. Elle vient partager avec nous donc son engagement pour la transmission des savoirs, sa vision des mathématiques dans notre société et puis leur place aussi dans notre quotidien. Je vous propose donc d'écouter tout de suite Laure Saint-Rémond. Elle nous dit pourquoi il est important pour elle de participer au printemps des mathématiques. Oui, je crois à plusieurs, titres. D'abord, pour encourager les professeurs qui, au quotidien, essayent de transmettre, la science, à leurs élèves. Et puis pour moi, ça fait aussi partie, quelque part du travail des scientifiques, des universitaires, d'être, dans cette mission de diffusion de la science, à la fois pour, les élèves qui voudraient en faire leur, métier et c'est un beau métier et puis aussi pour tous les autres parce que, en fait, on habite dans un monde où la science est partout et voilà, je pense que ça fait partie de l'éducation, d'être capable d'être un citoyen éclairé, d'avoir un minimum de notions, qui permettent oui, de choisir, d'être libre. Vous dites que la science est dans notre quotidien. Pourtant, on a l'impression quand même, et je pense notamment aux médias, que la science est relativement absente des médias. On a vraiment le sentiment qu'il y a un recul là-dessus. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vous-même, vous regrettez éventuellement? Le printemps des mathématiques. Un podcast en partenariat avec l'association Les Maths en Scène. Bonjour à toutes et à tous. Le printemps des mathématiques organisé par l'association Maths en Scène bat son plein. Ce festival qui s'étend sur plusieurs mois propose 2 journées phares, les 27 et 28 mars à Castres et Tolosan. Et c'est dans ce cadre que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une grande figure des mathématiques contemporaines, Laure Saint-Rémond. Mathématicienne reconnue internationalement, elle est spécialiste de l'analyse asymptotique des équations aux dérivées partielles et de l'étude des fluides géophysiques. On verra avec elle ce que cela recouvre. Formée à l'école normale supérieure, elle a mené des recherches au CNRS et dans plusieurs institutions de premier plan, avant d'enseigner à l'Université Paris 6 puis à l'ENS de Lyon. Depuis 2021, elle est professeure permanente à l'Institut des hautes études scientifiques et elle est membre de l'Académie des sciences depuis 2013. Aujourd'hui, marraine du printemps des mathématiques. Elle vient partager avec nous donc son engagement pour la transmission des savoirs, sa vision des mathématiques dans notre société et puis leur place aussi dans notre quotidien. Je vous propose donc d'écouter tout de suite Laure Saint-Rémond. Elle nous dit pourquoi il est important pour elle de participer au printemps des mathématiques. Oui, je crois à plusieurs, titres. D'abord, pour encourager les professeurs qui, au quotidien, essayent de transmettre, la science, à leurs élèves. Et puis pour moi, ça fait aussi partie, quelque part du travail des scientifiques, des universitaires, d'être, dans cette mission de diffusion de la science, à la fois pour, les élèves qui voudraient en faire leur, métier et c'est un beau métier et puis aussi pour tous les autres parce que, en fait, on habite dans un monde où la science est partout et voilà, je pense que ça fait partie de l'éducation, d'être capable d'être un citoyen éclairé, d'avoir un minimum de notions, qui permettent oui, de choisir, d'être libre. Vous dites que la science est dans notre quotidien. Pourtant, on a l'impression quand même, et je pense notamment aux médias, que la science est relativement absente des médias. On a vraiment le sentiment qu'il y a un recul là-dessus. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vous-même, vous regrettez éventuellement que la science ne fasse pas plus partie du monde médiatique?
Mais je pense que la science fait pas partie, effectivement du monde médiatique, mais du monde de la culture en général. C'est-à-dire que, il y a très peu de musées de sciences, il y a très peu et puis il y a aussi une attitude, des décideurs, d'un certain nombre de personnalités qui, pour le coup, sont médiatisées, de dire, «Ah ben moi, j'ai jamais rien compris à la science», et puis voilà, presque un certain snobisme à dire ça. Oui. Alors que personne n'oserait dire, «Moi j'ai jamais rien, su en histoire» ou, «Je m'en fiche complètement de l'art». Mmh. Donc je pense qu'il y a oui, il y a une relation qui est pas très saine et alors après qui est aussi entretenue par certains scientifiques, hein. Voilà, d'espèce de posture, en surplomb, je pense qui est très, néfaste Mmh. aussi. Il y a un défaut de culture scientifique dans notre pays, qui est moins le cas dans d'autres pays et je pense que c'est problématique. Aujourd'hui, on ne recrute pas suffisamment, de scientifiques au sens large, hein, d'ingénieurs, voilà, toutes ces professions sont un peu sinistrées. Ouais, c'est bien de le relever et les maths en scène, justement, sont là pour essayer de parler de la science alors que beaucoup de médias, font l'impasse sur ces questions-là. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie d'épouser la recherche et plus particulièrement les mathématiques? Bah, c'est quelque chose qui est arrivé assez tard et je pense que c'est une question qui est intéressante, qui rejoint aussi votre question précédente sur, quelque part, il y a la question de l'utilité de la science et pour moi, il y a une autre question qui est la question du plaisir à faire de la science et c'est pour ça que je trouve que ce festival est très chouette aussi parce qu'il ouvre aussi sur cette question du plaisir à faire de la science. Moi, ça m'est venu tard, hein, après le bac, dans mes études supérieures. Au départ, j'ai fait de la science parce que je faisais ça de façon plutôt, enfin, ça me demandait pas trop d'efforts, Ouais, vous aviez des heu, facilités, quoi. mais Mmh. heu, mais je crois que c'est pas la vraie question, en fait. Pour moi, j'aime bien dire, il y a 5, qualités qui me semblent essentielles pour un scientifique et je vais les dire parce que sans doute ça vient, percuter une représentation, du scientifique dans le grand public qui est certainement pas celle-là. La première, c'est d'être curieux. Alors celle-là peut-être, Mmh. que les gens en sont conscients, mais la deuxième, c'est d'être créatif, c'est pas d'être un bon élève à l'école. Faire de la recherche, c'est être capable d'aller explorer, des endroits que d'autres n'ont pas explorés, d'imaginer, voilà. La 3e, c'est de travailler avec d'autres. On avance sur un projet qui est un projet très collectif. Une chose très importante et qu'on apprend très peu à l'école, c'est, on à se tromper. Je veux dire, on n'apprend pas à marcher sans tomber, on n'apprend pas enfin, on ne fait pas de la science, sans se tromper et je pense même on passe 95 de son temps à se tromper. Alors évidemment, après, il faut aussi, une certaine rigueur. Je la mets en numéro 5 quelque part. Je pense que cette idée que c'est un métier, créatif, un métier où on exerce son imagination, c'est important. Votre travail porte, je le disais tout à l'heure, sur l'analyse asymptomatique et puis les fluides géophysiques. En C'est quel toujours pas symptomatique, c'est Asa asymptotique. asymptotique, Simple. c'est vrai. Non, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous préciser ce que cela signifie pour que tout le monde puisse comprendre? Donc l'analyse asymptotique et puis les fluides géophysiques et deuxième question, Ouais. quel est l'enjeu concret de ces recherches? Moi, je fais une recherche qui est vraiment à la limite entre les maths et la physique, donc je pense que là aussi, il y a quelque chose à déconstruire de, chaque discipline dans son silo. Mmh. Donc, les problèmes qui m'intéressent sont vraiment inspirés de la physique et pas que inspirés. J'ai un certain nombre de collaborations même avec des collègues qui sont physiciens. Donc, voilà, c'est le 1er élément. Le deuxième, c'est que le domaine général qui m'intéresse, c'est la physique des fluides. Alors les fluides, ça peut être des liquides comme l'eau ou comme, des fluides plus compliqués comme, ce qui s'écoule dans une avalanche ou, des gaz comme, l'air ou des gaz raréfiés comme ce qu'il y a dans la haute atmosphère. Vous avez parlé d'analyse asymptotique qui est un mot un peu, assez incompréhensible. Oui. Je vais essayer d'expliquer simplement. En fait, on a plein de façons de faire des modèles, pour, par exemple, le gaz qui autour de moi dans cette pièce, Mmh. je peux, me souvenir que c'est un ensemble plein de toutes petites particules, plein d'atomes Mmh. et ces atomes, je peux essayer de leur écrire, par exemple, les lois de Newton. Donc, imaginer que c'est comme un espèce de grand billard et puis, les particules, avancent, on entend, elles se choquent, elles se réfléchissent, voilà. Donc ça, c'est, je dirais, une description microscopique Mmh. de ce gaz. On peut utiliser des descriptions qui sont plus, statistiques. On peut utiliser des descriptions qu'on appelle, fluides, c'est-à-dire, on regarde, juste, bah, la vitesse d'écoulement de l'air, la pression, voilà, c'est des choses des grandeurs qu'on pourrait observer
mesurer. Et donc voilà, donc on a plein de choix et il y a quand même une question, qui est importante, qui est de savoir si toutes ces descriptions, elles sont compatibles entre elles. Donc ça c'est, je dirais, une partie de mon travail qui est la partie la plus abstraite, la plus, axiomatique, Oui. quelque part de la physique. Une autre, partie concerne plus les fluides géophysiques, notamment les océans, et dire, bah, si avec la même logique on peut avoir plein de modèles à des échelles différentes. Mmh. Est-ce que je regarde au niveau de l'atome? Est-ce que je regarde au niveau de la pièce, le courant d'air? Mmh. Puis après, quand je fais ça au niveau d'un océan, est-ce que je regarde, à l'échelle des vagues, à l'échelle de la planète? Est-ce que je regarde, voilà. Donc en fonction des échelles que je choisis, je peux imaginer avoir différents modèles et donc je peux aussi imaginer que, à partir de ces modèles que j'ai, je vais essayer d'en créer d'autres encore plus simples, qui gardent encore moins d'informations. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, même avec les ordinateurs très puissants qu'on a, il est hors de question de mettre des modèles très, généraux, très complexes et de faire des prédictions. Ils ont pas du tout la puissance pour le faire. Hein, D'accord. je peux pas imaginer que je vais calculer toutes les vagues Ouais. de tous les océans de la Terre si je veux, avoir, une, en plus sur une échelle de temps grande, par exemple, pour prévoir, le climat. Donc, Mmh. voilà, donc cette analyse asymptotique, c'est de dire, bah, par exemple, dans l'océan, il y a un phénomène qui est dominant, qui est, la rotation de la Terre. Et ça a plein de conséquences, sur le mouvement de l'océan. Est-ce que je peux utiliser toute le fait que ce mouvement est dominant pour faire plein de simplifications et dire: «Ah ben tiens, il y a plein de choses que je peux oublier parce que, à la grande échelle, là, Mmh. c'est cette rotation qui va asservir tout le reste du mouvement». On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y aura un changement dans les années à venir avec, l'intelligence artificielle? Comment voyez-vous justement, l'arrivée de cette intelligence artificielle dans les études que vous pouvez, mener? Est-ce que vous avez un regard optimiste, pessimiste? Parce que c'est vrai qu'on entend un petit peu tout. Il y a des gens très enthousiastes et puis d'autres qui sont un petit peu sceptiques. Quel rapport vous avez avec cette, intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, elle est exactement un produit des mathématiques. Elle est le prolongement de ce qu'on a déjà fait, donc on a déjà, trouvé des méthodes pour, stocker de l'information, pour choisir une partie de l'information, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle en génère de l'information, en tout cas l'intelligence artificielle générative, Oui. elle en génère à partir d'informations qu'on a déjà. On fait avec, de l'extrapolation, avec des algorithmes qui sont des algorithmes mathématiques. Donc on a, je dirais, comme mathématicien, on a un 1er rapport à cette intelligence artificielle qui est un rapport de contenu. Enfin, Oui. c'est un produit des mathématiques. Donc, voilà, des mathématiques, de l'informatique, tout ce qui est théorie de l'information précède cette question de l'intelligence artificielle. Donc on ne peut pas être dans une, posture complètement, négative par Oui. rapport à ça. Après, où est-ce que ça nous emmène? Je pense que, les choses changent tellement vite aujourd'hui qu'on ne sait pas très bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes, hem, sur ce que ça sera capable de faire ou pas, que ça va transformer notre métier comme tous les métiers, c'est certain. Parce qu'il y a plusieurs sortes Oui, d'intelligence c'est ça. artificielle, c'est difficile, souvent tout est un peu mélangé, mais qui, permettent de faire de la vérification, un petit peu de preuves, mais sur des preuves très élémentaires, et toute la question de la certification. Ils sont importantes parce qu'on voit que le développement de l'intelligence artificielle se fait beaucoup plus vite que, la compréhension Mmh. de ce qu'il y a derrière. Mmh. Il y a une autre question, qui concerne, l'activité mathématique de recherche. Il y a quand même une forme de complexité de l'esprit humain qui aujourd'hui, je pense, n'est pas encore complètement, bien, reproduite, Ouais. par l'intelligence artificielle parce que contrairement à ce que son nom, semble dire, elle n'est pas intelligente. Et puis après, une chose qui me paraît importante, c'est après de se poser aussi des questions, éthiques. Qu'est-ce qu'on a envie, que, l'intelligence artificielle puisse faire à notre place ou pas? Donc, il y a toutes les questions autour, effectivement de la créativité, de la liberté humaine, voilà. Et puis il y a aussi une question qui me semble à laquelle on se doit de répondre, c'est, l'intelligence artificielle, ça utilise beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis il y Mmh. a des vrais enjeux aussi, éthiques là-dessus. Ouais. Donc Ouais. voilà, Sur les donc questions je environnementales. pense que, Mmh. exactement, je pense que ça ouvre plein de possibles, Mmh. mais après tout ce qui est possible n'est pas forcément souhaitable. C'est vraiment des questions qui sont Mmh. importantes plutôt Oui. que de se dire: «Oh bah, puisque je peux le faire, je vais le faire» et puis toujours plus. Ouais.
Comme d'habitude, les mathématiques ou la science, posent des questions philosophiques et ça de tout temps. Dernière question, c'est la Exactement. place des femmes en sciences. En tant que femme scientifique de haut niveau, quel regard vous portez sur la place des femmes dans les sciences en général et dans les mathématiques en particulier? Puis, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu des avancées ces dernières années? Et si oui, lesquelles? Et est-ce qu'il reste encore des obstacles pour que les jeunes filles puissent, elles aussi, devenir des femmes scientifiques comme vous? Alors, est-ce qu'on a fait des progrès? J'ai peur que la réponse soit, bah, pas beaucoup. D'accord, De là où je suis, si je regarde vraiment la communauté, mathématique et qu'on se fixe comme indicateur la proportion de femmes, elle reste toujours très faible. ouais. Donc, il y a sûrement, des progrès à faire. Il y a un élément de est-ce que les femmes, sont légitimes à le faire? Et puis, et cette question-là, pour moi, elle est est-ce que, Elle se pose une encore? fille peut, 60 des Européens pensent que les femmes ne sont pas capables d'être des scientifiques, Ah bon? de D'accord, des bonnes scientifiques. Donc, visiblement, non seulement elle se pose, mais il y a un certain nombre de gens qui répondent par, d'accord. la négative. Donc voilà, donc moi par rapport à ça, il me semble qu'il y a 2 questions. Il y a est-ce qu'une fille aujourd'hui va rencontrer des obstacles pour rentrer dans ce métier? Mmh. Donc, qui est de l'ordre de la liberté individuelle d'aller, faire de la science. Et puis il y a, est-ce que la communauté scientifique a besoin de femmes? Quelque part le plus important peut-être c'est ça, c'est de dire que, la 1re raison pour laquelle, il faut qu'il y ait des femmes qui aillent faire de la science, c'est parce que, pour être créatif, on a besoin de diversité et donc ça vaut de la diversité de genre, mais ça vaut de la diversité, Mmh. sociale, de la diversité, de culture. La recherche, c'est avant tout un métier de création et donc on a besoin de gens qui arrivent avec, des façons de penser,